Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de ce 20h, le président de la République réaménage son cabinet, entre autres le secrétaire général de la présidence et ministre d'État. C'est Patrick Achi lui-même qui a lu le communiqué ce lundi. Alassane Ouattara a également signé des décrets portant nomination de membres du gouvernement. Les ministres Emmanuel Essis et Moussa Sanogo ne sont plus rattachés au Premier ministre. Une visite de courtoisie à l'archevêque d'Abidjan, nommé il y a quelques jours. Le Premier ministre présente sa nomination à Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois. Une rencontre pour bénéficier de ses conseils, mais surtout de ses prières. Pour Ahmed Bakayoko, la Côte d'Ivoire doit demeurer en paix pour son développement. Régime financier des collectivités et districts de la Côte d'Ivoire s'adapte à la législation en vigueur dans l'espace UMOA. Le ministre du Budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était au Sénat à Yamoussoukro devant les membres des affaires économiques et financières. Les sénateurs ont adopté le texte en commission. Après cet accord pour la transposition, la loi ira à l'Assemblée nationale. Et puis la Covid-19 n'est pas terminée. L'évolution de la situation épidémiologique est marquée par une baisse du nombre de cas positifs ces derniers jours. Il y a une régression de 42% du nombre moyen de nouveaux cas. Le président de la République a signé aujourd'hui plusieurs décrets de nomination. L'annonce faite par le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi, lui-même promu ministre d'État. Je vous propose de l'écouter. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 3 août 2020 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Achi, ministre, directeur du cabinet du président de la République, M. Fidèle Boroton Sarasoro, ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, chargé de la coordination des grands projets, M. Claude Isaac D. Les autres ministres de la présidence de la République sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre du Budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, ministre de la promotion de l'investissement privé, M. Emmanuel Esmel Essis. Les autres ministres et secrétaires d'État du gouvernement sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Fait à Abidjan le 3 août 2020. Je vous donne le contenu de ce télégramme officiel à son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je forme des vœux ardents de santé, de prospérité, de bonheur pour votre Excellence, de même que ceux de paix et de progrès continu pour le peuple frère du Niger. J'ai saisi également cette opportunité pour saluer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays, et pour vous assurer de ma ferme volonté d'œuvrer de concert avec votre Excellence à leur affermissement et à leur diversification en vue de la réalisation de nos ambitions communes dans l'intention, sinon dans l'intérêt bien compris de nos populations respectives. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.
Les populations du Woroba, dans toute leur diversité, à travers leurs représentants chez le président de la République, elles sont venues ce lundi exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour la nomination d'un de leurs au poste de Premier ministre, en la personne de Ahmed Bakayoko. Pour ces populations, c'est un grand honneur que le président de la République leur fait avec cette nomination. Le Woroba remercie le chef de l'État pour la promotion de plusieurs cadres de la région. Puis le Premier ministre Ahmed Bakayoko, justement, qui s'est rendu ce lundi à une visite de courtoisie à l'archevêque d'Abidjan. Le chef du gouvernement est allé présenter sa nomination à Monseigneur Jean-Pierre Coutouin. Une rencontre pour bénéficier de ses conseils et prières. Michel Digré. Pour ses premiers pas à la tête de la primature, le chef du gouvernement a choisi de placer ses nouvelles responsabilités sous la protection divine. La visite à l'archevêque d'Abidjan était certes inopinée, mais elle aura permis à Jean-Pierre Cardinal Coutouin de formuler des bénédictions à l'endroit du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le Premier ministre qui vient d'être nommé a trouvé bon que sa première visite soit à mon endroit. Vraiment, je vous assure que cela me rend heureux en tant que le premier des ministres, avant même de commencer sa mission, de passer, me saluer. J'ai demandé qu'il ait aussi toutes les grâces nécessaires pour accomplir cette mission qui lui est confiée. Une mission pas facile, parce que être ministre, c'est être serviteur. C'est ça le sens du ministre, c'est être serviteur. Donc il est le premier des serviteurs. Et pour pouvoir accomplir efficacement cette mission, il a besoin de la grâce de Dieu. Après une heure d'échange entre l'archevêque d'Abidjan et la délégation du Premier ministre, le chef du gouvernement livre les enjeux de cette rencontre. Cette maison m'est connue. Je l'ai visitée bien souvent depuis que j'étais ministre de l'Intérieur et bien avant. Aujourd'hui, j'étais venu lui présenter ma promotion en qualité de Premier ministre, lui dire qu'il avait plu au président de la République de me nommer à cette haute fonction. Je voulais bénéficier de ses conseils et de ses prières. Également, comme vous savez, le pays est en deuil. L'Église est frappée par un deuil, mais l'État également est frappé par un deuil, à travers la disparition du cardinal Pierre-Marie Coty, qui est co-auteur des paroles de l'hymne national de Côte d'Ivoire. Lui dire Yako, toutes les condoléances du gouvernement, du président de la République et de toute la nation. Et lui dire que nous allons prendre notre part au niveau de l'État pour rendre hommage à ce grand Ivoirien qu'il a été. La question de la réconciliation nationale a été également abordée. Je lui ai également dit que notre action au sein du gouvernement s'inscrira dans le rassemblement de tout le monde. La réconciliation, la paix, la cohésion. Il est temps de nous rassembler, de penser au-delà de nos personnes à notre pays. L'un sans l'autre, on a vu qu'il y a des limites dans notre capacité à avancer. La Côte d'Ivoire a besoin de ses guides et ces guides religieux ont un grand impact sur la conduite de nos concitoyens et je voulais également compter sur lui-même, sur toute l'Église, comme sur l'ensemble des chefs religieux de ce pays pour que l'esprit de paix ne nous quitte jamais, nous anime en permanence. En tout cas, en tant que chef du gouvernement, nous ferons notre part pour ouvrir toutes les voies pour que la Côte d'Ivoire soit un pays en paix, soit un pays apaisé. Et c'est dans la paix que la Côte d'Ivoire est au travail. Je vous emmène au Sénat à Yamoussoukro. Désormais, le pays s'adapte à la législation en matière de décentralisation dans l'espace UMOA. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était aujourd'hui face aux sénateurs. Le régime financier des collectivités territoriales et les districts adoptés en commission. Des détails avec Kader Sogodougou. C'est en route pour Yamoussoukro, à la rencontre du Sénat, que Moussa Sanogo a appris le changement de dénomination de son ministère. Le désormais ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, en prenant place au Sénat, a en cœur de défendre un projet de loi
celui portant régime financier des collectivités territoriales. La Côte d'Ivoire veut ainsi harmoniser sa législation en matière de décentralisation selon les directives de l'UEMOA. L'émissaire du président de la République énumère ici quelques innovations. L'extension du pouvoir de substitution de l'autorité de tutelle en matière financière au mandatement d'office des dépenses obligatoires. Ce pouvoir, dans les textes précédents, était limité à la seule inscription d'office des dites dépenses au budget de la collectivité territoriale. Le remboursement des annuités d'emprunt venant à échéance avant le vote du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. L'obligation d'élaborer un plan de trésorerie, la systématisation de la comptabilité matière pour retracer les existants et les mouvements concernant les biens meubles et immeubles, les valeurs de portefeuille et les stocks de matériel et fournitures. L'obligation de constituer des dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des actifs, ainsi que pour les risques et charges divers. L'institution du contrôle financier auprès des collectivités territoriales et des districts autonomes. L'institution d'un débat budgétaire au sein des collectivités territoriales et des districts autonomes 2 mois avant l'examen du budget. La fixation au 31 mars de l'année concernée comme date limite d'adoption du budget. Des retombées positives pour nos mairies, conseils régionaux et districts autonomes. Les sénateurs, pour leur part, ont donné leur quitus au projet de loi en le votant à l'unanimité. On va s'intéresser à la sortie de ces nouveaux policiers. Ils sont au total 1049 à rejoindre la police nationale. Des officiers, commissaires et sous-officiers, dont des femmes, ont reçu leurs épaulettes aujourd'hui. Le ministre de la Sécurité, Vagondo Diomandi, les engage à servir le pays avec professionnalisme. Moussa Konaté. Cérémonie de baptême et de remise des épaulettes aux stagiaires officiers et commissaires issus des concours professionnels spéciaux 2019 et des sous-officiers de la promotion 2019-2021. Après plusieurs mois de formation, ces nouveaux fonctionnaires sont désormais aptes à rejoindre les différentes structures de la police nationale. Pour la première fois, l'on assiste à une sortie de stagiaires, commissaires et officiers spéciaux en même temps qu'une promotion normale d'élèves. Ces futurs commissaires, officiers et sous-officiers doivent leur présence sur cette place à leur travail, certes, mais ils la doivent également au travail de l'ensemble des encadreurs de l'école dévoués à la tâche et à celui de nombreuses personnes qui, au sein du corps enseignant de l'école, nous accompagnent chaque jour dans l'émergence d'une police professionnelle, compétente, intègre, loyale, républicaine, instruite pour servir. Au total, 1049 nouveaux policiers, soit 52 officiers et commissaires, et 997 sous-officiers, dont 115 femmes baptisées. Promotion Kone Vamara, agent de police en poste à Akoupe, tombé au champ d'honneur en janvier dernier. À vous, commissaires spéciaux, qui aujourd'hui allez entamer une nouvelle étape de vos carrières de policiers. Vous êtes pour moi le symbole de la combativité, du courage et de l'exemplarité. Vous avez le devoir de perpétuer ces valeurs dans vos futurs services. Aux 115 femmes et 882 hommes de la promotion adjudant de police Kone Vamara, vous regagnez la police nationale dans un contexte particulier, marqué par la crise sanitaire et l'organisation à venir de l'élection présidentielle. Ces échéances nous mettent au premier plan et vous imposent de vous inspirer du professionnalisme et du patriotisme de l'adjudant Kone Vamara. Le ministre Vagondo Diomandé salue également les actions de la police nationale dans la lutte quotidienne contre la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire a mis en première ligne les agents du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Si l'action des femmes et des hommes sur le terrain est vue et reconnue de tous, il faut saluer celle beaucoup plus discrète, mais tout aussi efficace, de la cellule de veille du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui a coordonné, analysé et conseillé quotidiennement les décideurs. Chers collaborateurs,
La reconnaissance de la nation va au-delà d'une récompense. Une cérémonie spéciale de décoration sera organisée afin de valoriser le mérite de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui se sont engagés pour le compte de la police nationale dans ce combat contre cette pandémie. Cette double cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes a vu la présence du chef d'état-major général des armées et du commandant supérieur de la gendarmerie. Dans l'actualité politique ce soir, cette interrogation, pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? C'est la question que EDS a posée aujourd'hui à la commission électorale indépendante. Le président de la CEI a échangé avec des membres de cette plateforme. Les explications de Ibrahim Kuibière-Koulibaly dans ce reportage de Sidonie Davila. Le fichier électoral provisoire compte à ce jour 7 500 035 électeurs, au nombre desquels ne figure pas le nom de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Pour se faire une idée des raisons qui expliquent ce fait, une délégation des membres de l'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, a rencontré la commission chargée des élections en Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, nous avons retiré les documents concernant les listes électorales, les documents ici. Et puis, nous avons donc les documents, le pack que nous avons reçu. Nous avons constaté que, et suite aussi à la mise en sur le site de votre institution, les listes électorales provisoires. Et à la lecture de ces documents et de ce site, nous avons constaté que le président Laurent Gbagbo, notre référent politique, n'y était pas. Alors, plutôt que d'aller dans les spéculations, nous avons préféré venir directement chez vous pour avoir la version officielle. Pour le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly-Kuibière, deux raisons fondamentales pourraient expliquer ce fait selon le code électoral. La première est celle du décès. Quand l'électeur est décédé, il ne peut plus être sur la liste électorale. La deuxième, c'est l'électeur déchu de ses droits civils et politiques. En ce moment, il ne peut plus non plus être sur la liste électorale. À un moment donné T, si vous êtes sur la liste électorale, c'est que vous avez rempli les conditions pour y être. Mais entre deux cycles électoraux, vous pouvez ne plus remplir les conditions pour être sur la liste électorale. Les contentieux liés à la révision de la liste électorale s'ouvrent le 5 août prochain. Le président de la CEI a souhaité que soit déposée une requête au cours de cette période. Vous venez avec les documents justificatifs à son inscription, saisir la commission électorale indépendante du lieu où il devrait se faire enrôler, où il s'est fait enrôler pour solliciter son inscription sur la liste électorale. Une rencontre à l'issue satisfaisante pour l'EDS. Nous avons compris ce qu'il a dit. Nous avons compris aussi ce qu'il n'a pas dit. Et nous allons nous préparer pour le contentieux électoral. Après les contentieux, la liste électorale définitive sera publiée le 25 septembre prochain. Et en attendant, les initiatives se multiplient pour une élection apaisée. Le Conseil national des droits de l'homme veut prévenir les conflits. Les représentants des ONG et des experts se sont rencontrés pour trouver des solutions. Éric Goré. C'est bientôt l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Comment prévenir les violences en période électorale? C'est la priorité du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Il a été question des défis pour des élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons abordé la question de l'implication des parties prenantes aux élections. Réunis à Abidjan, les responsables des structures des droits de l'homme échangent sur la question. La légalité d'un scrutin se distingue de sa légitimité. La légalité se conforme à la loi. Quant à la légitimité, elle se base sur la morale. La légalité tient des tests juridiques, voilà. Mais est-ce que la légitimité, elle est un peu plus compliquée parce qu'il y a la perception des gens, il y a la confiance qu'ils peuvent avoir, il y a le jugement. Cette légitimité, comment il faut faire pour l'avoir? D'abord, je pense par le dialogue, par faire connaître les missions de chacune des institutions et par permettre aux Ivoiriens de s'approprier les textes, de s'approprier aussi ces institutions. Dans 3 mois, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire leur candidat. Le CNDH s'implique pour prévenir les désordres. Par exemple, on est dans une situation
sanitaire exceptionnel qui va imposer que chaque votant ait un masque. Mais si le votant arrive, que les masques ne sont pas disponibles, le rôle du policier ou du gendarme, c'est de lui dire que tu n'as pas accès au centre pour la sécurité et la santé de tous. Lui, il peut percevoir ça comme une façon de l'empêcher d'accomplir son vote, donc une opposition à son expression. Et en ce moment-là, un conflit peut éclater, la violence peut éclater dans ce bureau de vote. Pourtant, si avant, on prend le temps de discuter, de comprendre le rôle des forces de sécurité, on pourra éviter justement ce genre de tension, et on pourra permettre d'avoir des élections dans un contexte sécuritaire assez intéressant. Raison pour laquelle le CNDH renforce les capacités des responsables d'ONG, des leaders communautaires pour des élections apaisées le 31 octobre prochain. Et les partis politiques sont sur le terrain. On se rend dans l'ouest du pays pour voir le RHDP qui prépare la présidentielle. À Biancoumans, le parti des oufouettistes sensibilise sur le parrainage citoyen. La correspondance de FW. 10 motos pour la délégation départementale RHDP de Biancoumans. Un don du délégué départemental Deli Mamadou. Objectif, investir tous les hameaux du département de Biancoumans pour faire gagner la présidentielle d'octobre prochain aux candidats du parti. Et cela commence par l'obtention des signatures pour le parrainage citoyen. Aujourd'hui, c'est 10 motos que nous leur offrons pour pouvoir vraiment sillonner les villages, les quartiers, courir après les électeurs, faire le porte-à-porte en leur disant que le meilleur candidat, c'est le candidat du RHDP. L'opération du parrainage citoyen du candidat du RHDP est ainsi lancée pour la délégation départementale de Biancoumans. Militants et militantes sont donc mis en mission pour réunir le maximum de signatures. À Didiéville, le RHDP continue la mobilisation. Kader Sogodogo nous apprend que plus de 300 militants de l'opposition rejoignent le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ils ont été présentés au cours d'une cérémonie. Forte mobilisation des militants du RHDP du département de Didiéville. À l'initiative du secrétaire d'État, Dr Brice Kwasi, maire de Didiéville et coordonnateur RHDP du Bélier, ce sont environ 300 militants issus de plusieurs partis de l'opposition qui ont décidé de déposer leur bagage au sein du parti d'Alassane Ouattara. Et la ministre Raymond Goudou, également coordonnatrice RHDP du Bélier, a les mots justes pour les accueillir. Vous entrez dans une grande famille, la famille du RHDP. Et cette famille, c'est une famille qui pense à l'un et à l'autre. Invité spécial de cette fête, Wachak Idjebo, ex-membre de la Galaxie patriotique qui arbore aujourd'hui les couleurs du RHDP. En bon dévancier, il insiste sur le bon choix opéré par les transfuges. Oui, vous avez bien choisi, vous êtes au bon endroit. Parce qu'il n'y a pas mieux que le RHDP. Ils sont là pour contribuer à la victoire du RHDP le 31 octobre 2020. Nous avons décidé que notre plan c'est au RHDP pour le soutenir et l'aider à faire gagner le parti dans notre commune de Didiéville. Il est à la base de cette adhésion massive. Pour le secrétaire d'État, Dr Brice Kwasi, avec le RHDP, Didiéville ira toujours de l'avant. Didiéville est appelé à avoir un grand destin. Comprenons cela dès maintenant et n'ayons pas peur du développement et n'ayons pas peur de l'avenir. L'avenir nous appartient. Prenez les photos maintenant pour garder. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je suis convaincu que cette ville sera totalement transformée. Nous allons commencer, nous allons continuer, mais nos jeunes frères vont terminer. Comme pour coller à la tradition de développement du RHDP, le secrétaire d'État, Dr Brice Kwasi, a offert 2 camions de salubrité, une broyeuse, une fanfare et des chaises à la commune. C'est en chanson, dans une ambiance festive, que la cérémonie a pris fin. Autre chose à présent dans ce journal, la fête de la Tabaski, c'était vendredi. Comme chaque année, c'est une période de véritable opportunité d'affaires pour les marchands de bétail. Mais à l'évidence, après l'Aïd, l'engouement baisse. Les jours qui suivent sont moins bénéfiques. Et ce matin, notre reporter Mahmoud Traoré s'est rendu dans le parc de Port-Boué. Vous allez le voir, c'était marché presque vide. Il est loin du visage qu'il présentait avant la fête de Tabaski. Ce lundi,
3 jours après la célébration, le parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué est presque vide et refait sa toilette. Les commerçants qui avaient cédé leur place aux marchands de béliers se sont même réinstallés. Après avoir vendu 300 béliers, Diko démantèle son enclos. J'ai envoyé 300 têtes. Ce qui, alhamdoulilah, tous 300 est puis libéré. Allez là, la tête est pleine, donc tu ne peux pas faire tout calcul pour voir d'abord combien tu as mis, combien tu as trouvé, combien tu as dépensé. Pour séparer tout ça d'abord, il faut quelques jours, quoi. Le bilan est positif, puisque le marché a été approvisionné à 99%. Par rapport à l'année dernière, cette année-là, le marché a été bon. Le prix aussi a été abordable, les clients ont pu acheter les animaux. Et il faut noter aussi que cette année, il n'y a pas eu trop de bœufs aussi. Il n'y a pas eu assez de bœufs. Habituellement, les gens achètent beaucoup de bœufs, mais cette année, il n'y a pas eu beaucoup de bœufs par rapport à l'année dernière. La moisson a été aussi bonne pour Amadou. Avant de rentrer au Mali, son pays d'origine, il espère quand même vendre les dernières bêtes de son enclos. Les collègues qui sont avec nous, qui n'ont pas pu vendre, qui sont pressés, donc ils nous donnent et voient avec un certain prix. Maintenant, si on vend, arriver là-bas, on les rembourse. C'est ça qui est là, c'est qui est resté là. Le prix aussi n'est pas trop mal. Le stock de bétail invendu fait l'affaire de marchands locaux comme Boubacar. Au lendemain de chaque fête de Tabaski, il profite de la baisse de la demande, donc des prix. En période de fête, là, c'est cher. Maintenant, comme après des fêtes, là, c'est pas trop cher encore. Le prix est diminué. Bon, les plus petits, moi, j'ai acheté à 40 000 bon, pour aller à 60 000. C'est que moi, j'ai payé à 40 000, je peux vendre à 42 500, 43 000, si j'ai trop eu, 45. Selon la Fédération nationale de la filière bétail-viande, la période de Tabaski 2020 enregistre environ 4 000 ovins invendus. Si elles ne sont pas rachetées par des revendeurs locaux comme Bokoum, les bêtes retournent dans leur pays d'origine. Et en attendant l'année prochaine, le directeur général des impôts porte à la connaissance des contribuables que la mesure de suspension des contrôles fiscaux décidée par l'ordonnance numéro 2020-357 le 8 avril 2020 pour une période de 3 mois à compter du 6 avril 2020 est arrivée à expiration. Par conséquent, il les informe de la reprise par ses services des différents types de contrôles fiscaux et des mesures de recouvrement forcé de l'impôt sur l'ensemble du territoire national à compter du lundi 3 août 2020. Ensemble, cultivons le civisme fiscal et puis la lutte contre la Covid-19 aussi se poursuit. Le gouvernement rappelle que la pandémie reste encore présente dans le pays. Regardons ensemble l'évolution de la situation épidémiologique. Elle est marquée par une baisse du nombre de cas positifs au cours de la dernière semaine de juillet 2020. On est passé en moyenne à 200 cas par jour, à 84 nouveaux cas identifiés. Une régression de 42% du nombre moyen de nouvelles contaminations. On fait le point sanitaire et sécuritaire hebdomadaire avec Salima Toudia. 42%, c'est le taux de régression du nombre moyen de nouveaux cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Une bonne nouvelle car la tendance est à la baisse. On passe de 200 nouveaux cas par jour en moyenne à 84 nouveaux cas. Sur la période du 27 juillet au 2, on a eu 586 cas positifs, soit une moyenne de 84 cas par jour. Et le taux moyen de positivité, c'est-à-dire où on a les hommes positifs, les hommes et les femmes positifs, c'est 7,6%, avec un maximum atteint qui était de 9,6%. Donc, quand on compare à la semaine précédente, c'est-à-dire du 20 au 26 juillet, nous sommes passés de 13,5 à 7,6 cette semaine. Donc, à la date du 2 août, on a 16 182 cas positifs, 11 801 guéris, 102 décès. Autre point positif, le taux de guérison global est de 73%. Mais l'épidémie continue de faire des victimes avec 6 décès dans la même période. Au plan sécuritaire, le suivi de la réglementation du transport national continue. Véhicules contrôlés, 20 757. Véhicules mis en fourrière, 474, dont 52 de type particulier et 422 véhicules de transport.
masques distribués pour la sensibilisation, 50, soit un taux de respect satisfaisant de 97,3% que nous saluons. Quant à la surveillance de nos frontières terrestres, le bilan se présente comme suit. Dans la période suscitée, préfecture de police de Korogo, le commissariat mixte de police de Wangolo a procédé le 2 août à 7 heures au refoulement de 5 individus de nationalité chinoise en provenance d'Abidjan pour violation des mesures de fermeture de nos frontières. Dans la même veine, le poste frontalier du commissariat suscité a interpellé et refoulé à 18 heures 19 individus de diverses nationalités en provenance du Burkina Faso se rendant dans plusieurs villes ivoiriennes pour violation de la mesure de fermeture des frontières sans incident. À 722e point du genre, en 5 mois de crise sanitaire, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a présenté les actions de terrain en cours dans les communes par les maires, mais surtout, c'est l'avenir. Nous sommes en train de développer un programme, un projet à l'endroit des populations, surtout les communes du district d'Abidjan. Il s'agit dans un premier temps de donner le langage nécessaire et clair aux maires pour qu'ils puissent passer le message qu'il faut à leur population. Donc il y aura une formation à l'endroit des maires. Ensuite, il y aura une formation des formateurs parce que nous avons demandé aux maires de subdiviser leur commune en plusieurs zones pour que la sensibilisation soit rapprochée des populations. Les différents interlocuteurs ont rappelé la nécessité de rester vigilants et prudents en dépit de l'allègement des mesures sécuritaires, notamment la réouverture des bars et boîtes de nuit. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur RTI1. Dieu voulant, on se retrouve demain.